Alors, donc, on est maintenant dans le module 2. Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations? Ça vous paraît simple? Pas simple du tout? Quelles sont vos premières impressions sur ce premier module? Je propose que les collègues qui ne parlent pas, Théophile, s'il te plaît, coupe ton micro. Et puis, voilà. Donc, ceux qui ne parlent pas peuvent juste couper leur micro et on va prendre les questions de ceux qui veulent commencer à poser leurs préoccupations. Patrice, des questions pour ce module 2? Ça commence bien. Madame Diallo. Oui, Eri. Vas-y, Eri. Oui, salut tout le monde. Eri, on ne t'entend pas. Bonjour, bonjour, Oswald. Bonjour. 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 Salut tout le monde et tous les étudiants, discuter ou non, ouais, c'est l'école, et tous les responsables. Et moi, donc, je n'ai pas pu rendre le travail à temps, mais je suis en train de le finaliser. Et j'aimerais clarifier quelque chose concernant le choix de la cohorte. Car les années 2009-2010 et 2014-2015 ne sont pas incluses dans le calcul du devoir. Donc, ma question, pourquoi devions-nous nous concentrer sur la période de 2009 à 2013-2014 comme le suggère l'énoncé du devoir? Oui, c'est la question. Alors, si je comprends bien, votre préoccupation, elle est relative à votre devoir. La préoccupation, donc, c'est le choix de la cohorte. Pour moi, donc, car les années 2009-2010 et 2014-2015 ne sont pas incluses dans le calcul du devoir. Et pourquoi? C'est pas compris, c'est pas bien compris, hein? Oui, mais c'est l'énoncé de devoir qui est comme ça. On ne peut pas vous expliquer l'énoncé. Donc, si on vous propose de travailler sur une cohorte 2009-2010, ben, c'est parce qu'il y a un esprit pour cet exercice-là et que c'est probablement la cohorte 2009-2010 qui permet d'aboutir à ce qu'on veut vous démontrer. D'accord? Oui, Abdoulaye? d'accord. Oui. J'essaie de... Allô? Oui. Je ne sais pas. Avant, peut-être qu'on ne prenne une autre question. Tu veux te présenter rapidement aux étudiants, s'il te plaît? D'accord. OK, donc moi, c'est Sankara Abdoulaye. Voilà, je suis statisticien de formation et planificateur de l'éducation. Je suis donc au ministère donc, de l'Éducation nationale du Burkina Faso. Voilà, merci. Merci, Abdoulaye. Donc, je vois qu'il y a une deuxième question. Bonjour à tous. Je ne comprends pas du tout ce qu'est CEI achèvement, question 3, devoir 1. Dans les exemples, on parle tout simplement de CEI. Pourquoi CEI achèvement? Abdoulaye, je vais te laisser peut-être leur faire la différence entre le concept de CEI, vu globalement, le CEI achèvement et probablement aussi le CEI diplôme. OK. D'accord? D'accord, donc merci Oswald. Voilà. D'abord, pour ce qui concerne donc le CEI de façon globale, il faut dire que c'est un indicateur qui a été conçu donc pour
évaluer un peu le niveau d'efficience d'une formation, voilà, sur un cycle donné. Et en général, on essaie de mettre en lien les ressources, voilà, avec les résultats. Donc, c'est un indicateur qui vise donc en quelque sorte à mesurer donc l'efficience de la formation. Et lorsque l'indicateur il tend vers, puisqu'on essaie de voir probablement le nombre d'années élèves, je pense qu'on va revenir sur ça. Le nombre d'années élèves idéal, on essaie de comparer le nombre d'années idéal pour une formation d'une cohorte donnée avec le nombre d'années élèves réellement consommées. Voilà, l'année élève étant donc une ressource utilisée donc pour évaluer, en tout cas, pour évaluer donc en quelque sorte enfin le coût de la formation d'un élève. Voilà, d'un élève. Donc l'année élève en quelque sorte c'est la ressource nécessaire pour maintenir un élève, voilà, pendant une année donc dans le cycle, dans un cycle donné. Donc pourquoi on parle de CI lorsque il y a plusieurs CI qu'on peut calculer, parce que le CI, on le calcule en visant un objectif spécifique, un objectif de scolarisation. Et l'objectif de scolarisation peut concerner l'achèvement, par exemple, l'achèvement d'un cycle. Comme ça peut être le fait de faire en sorte que les élèves en fin de cycle puissent obtenir donc le diplôme. Donc, lorsqu'on s'intéresse donc à l'achèvement, l'objectif de scolarisation, c'est l'achèvement ici, on va calculer le coefficient d'efficacité interne, voilà, sur la base donc de l'achèvement. Lorsqu'il s'agit donc de l'objectif donc de diplômer donc les élèves, de faire en sorte que les élèves aient un diplôme, on va calculer donc le CI sur les diplômés. Et c'est ça, en quelque sorte, la différence. Et le CI achèvement, on va prendre en compte tous les enfants qui ont achevé le cycle. Par exemple, s'ils étaient 1000 et qu'il y a 400 qui ont achevé le cycle, on va considérer les 400 là comme étant ceux qui ont atteint l'objectif. Mais vous voyez que de ces 400 là, il se peut que si peut-être à la fin du cycle, il y a un diplôme qui est un examen de fin de cycle, il se peut que ce ne soit pas tous les 400 qui ont atteint le dernier niveau là qui puissent avoir ce diplôme là. Voilà, il se peut que peut-être le taux d'admission, de réussite aux examens est de peut-être 50%. Il va s'en dire que c'est les 200 là qui vont avoir donc le diplôme. Donc, si l'objectif de scolarisation, c'est le diplôme qui est visé, on va étudier les 200 là pour calculer donc notre coefficient d'efficacité interne. Par contre, si c'est l'achèvement, on va se baser sur les 400 là pour en tout cas calculer. Mais bon, les détails sur les calculs, on pourra revenir sur ça. Voilà, s'il y a d'autres éléments. Voilà, les détails sur les calculs, on pourra revenir sur ça. Merci. Merci Abdoulaye. Donc, pour le collègue qui a... Ah, très bien, c'est très clair. Merci. Alors, autre question? S'il n'y a pas de volontaires, je vais en désigner. Patrice? Ah, il y en a. Koulibaly. Koulibaly. Koulibaly, on n'entend pas de ces nouvelles. Aïcha? Allô? On m'entend? Vous m'entendez? C'est qui, s'il vous plaît? Koulibaly, là où vous avez dit Koulibaly. Oh oui, c'est bon. Allez-y. Oui. Ok, je peux aller. Alors, d'accord. Donc, je salue tous nos formateurs et nos encadreurs. Je salue également tous les participants, les collègues. J'ai un souci au niveau de... Vous avez, dans les devoirs, on nous demande que les effectifs sont donnés en milliers. Pourtant, on a écrit, on a démarré 350, ainsi de suite des nombres. Alors, est-ce que dans nos calculs, on doit mettre les 3 euros pour compléter, pour faire nos calculs ou pas?
Donc, c'est la première question. La deuxième question, elle est relative au taux de redoublement. J'aimerais savoir, dans mes calculs, peut-être une erreur de ma part, est-ce qu'on peut avoir un taux de redoublement négatif? Et si oui, quelles peuvent être les causes d'un taux de redoublement négatif? Bien. Mais si c'est une erreur, si je peux avoir des orientations pour rectifier ma démarche, ça me ferait plaisir. J'ai une troisième question qui est relative aux différents profils de scolarisation. Alors, j'ai vu dedans profil de scolarisation transversale, longitudinale, pseudo-longitudinale. Je voulais savoir quelle est la différence réelle. Vraiment, j'ai parcouru. Quand j'arrive à la fin, je commence à confondre les deux. Quelle peut être la différence réelle entre ces trois-là profils? Et voici les quelques préoccupations que j'ai. Et je vous remercie encore pour l'éclairage et tout ce que vous faites. Merci. Merci, Koulibaly. Sankara, je te laisse commencer, puis je complète. OK. Bon, je vais aller directement à la question 3, voilà, sur les profils de scolarisation. Et bon, je n'ai pas bien saisi sa première question, sa première préoccupation. Bon, pour ce qui concerne donc cette question sur les profils de scolarisation, je pense que dans le cours, on avait identifié trois types de profils. Voilà. Le profil longitudinal, le profil transversal et puis le profil pseudo-longitudinal. Et on avait précisé clairement que l'objectif d'un profil, c'est pour plus ou moins apprécier le parcours d'une génération, voilà, une génération d'enfants, voilà, dans le système éducatif. Voilà, et c'est ce qu'on essaie de retracer. Et on avait précisé que l'utilisation des profils là dépend de la disponibilité des données, voilà, de ce qu'on veut en faire et autres. Donc, le premier type de profil, pour faire la différence, c'est comme si c'était une analyse rétrospective, voilà, qu'on essaie de faire, le profil longitudinal, parce que là aussi, ça va dépendre de la disponibilité des données. Si vous avez des données, voilà, en série, et que vous estimez que vous pouvez reconstruire les profils de cette génération-là sur la base de ces données, d'utiliser ces données-là. En ce moment, cela implique que vous ayez les enfants, enfin, d'accord, en fin de cycle, à l'instant donc de l'année que vous voulez calculer le profil, et vous essayez de retracer le parcours de ces enfants-là sur la base des données dont vous disposez, voilà, sur le passé. Je prends un exemple. Si vous avez des enfants en 2023, des enfants qui ont atteint la classe de CM2, et que vous disposez des informations sur les effectifs des élèves dans le passé, c'est-à-dire que ce soit les nouveaux inscrits, que ce soit les effectifs de la population sur au cours des années passées, vous pouvez utiliser, vous pouvez reconstruire le parcours de cette génération d'enfants-là. En ce moment, c'est une analyse rétrospective que vous faites. Et cela a des avantages comme des inconvénients. Donc, on avait précisé que pour un système éducatif qui évolue très rapidement, voilà, vous serez appelé à analyser à construire un profil qui risque de être comme à la réalité, à la réalité actuelle, parce que le système a beaucoup évolué. Pour le profil transversal, on avait dit que là, vous n'avez pas forcément besoin de données en série sur plusieurs années, mais il suffisait seulement de disposer des données transversales sur plusieurs, j'allais dire plusieurs niveaux, sur les différents niveaux. Voilà, donc plusieurs enfants. Là, on ne va pas forcément s'intéresser à une porte, mais on essaie de reconstruire donc le profil on estime, en fait, c'est une estimation, hein. Voilà, on essaie d'estimer le profil d'une génération d'enfants, voilà, en se disant que voilà, les générations vont se comporter de la même façon dans le temps. Et on aboutit à ça. Et là, vous avez les données sur une année des différents niveaux, avec les données de population par âge également. Et là, ça vous permet de construire, voilà, votre profil. Et ça permet d'apprécier la situation actuelle des différents niveaux en termes d'accès. Donc, c'est vraiment, comme on le dit, c'est à l'instant T, ça permet d'apprécier, voilà, j'allais dire,
la situation actuelle même du système éducatif de façon générale. Maintenant, bon, si vous utilisez ça pour analyser donc, la situation d'une génération, c'est faire des hypothèses pour dire que, bon, voilà, ces générations-là vont se comporter de la même façon, voilà, et que voilà ce que cela pourrait advenir, voilà, pour une génération donnée. Maintenant, enfin, le dernier profil, c'est le profil pseudo-longitudinal, où on a dit clairement que, bon, là, on essaie de faire une analyse, j'allais dire, prospective, sur la base de ce qu'on a. On a, j'allais dire, là, ça dépend que vous ayez les données, voilà, des données sur au moins 2 années, voilà, pour pouvoir calculer les données scolaires, pour pouvoir calculer ce qu'on appelle le taux de promotion effectif. Voilà. Parce que là, ça va se calculer sur 2 années consécutives. Donc, c'est les années les plus récentes qu'on a. Et également, ça va vous demander d'avoir les données de population pour pouvoir calculer le taux d'accès au premier niveau. Voilà. La dernière situation. Et sur la base de la dernière situation que vous avez, vous pouvez reconstruire, projeter, j'allais dire, la situation de ceux qui sont entrés, donc qui ont accès au CP1, ce qu'ils deviendront dans l'avenir sur la base des taux de promotion actuels, effectifs actuels du système éducatif. Voilà, donc c'est un peu résumé. Donc cela va dépendre clairement de ce qu'on veut, on vise comme objectif. Chaque profil a un avantage et un inconvénient. Voilà. Voilà ce que je peux dire. S'il y a d'autres questions, on peut revenir sur ça. Merci beaucoup, Abdoulaye. Alors, donc, sa première question était relative au millier. Donc, en effet, si on vous dit que les chiffres sont exprimés en milliers et qu'on vous donne comme chiffre 350, ça veut dire, bien entendu, que ça fait 350 000. D'accord? Donc, vous avez à multiplier les chiffres par 1000 pour obtenir la valeur réelle. C'est pour des considérations d'espace qu'on utilise parfois ces raccourcis-là. Donc, pour tenter de faire un petit résumé de ce que Abdoulaye a déjà très bien présenté, 3 types de profils qui vont répondre à 3 questions différentes. Vous avez le profil de scolarisation longitudinale qui répond à une question rétrospective. Quel a été le parcours de la génération, mais de manière rétrospective? Le profil transversal qui vous renseigne sur la situation instantanée et le profil pseudo-longitudinal qui vous donne des informations sur le parcours attendu des enfants d'une certaine génération, mais attention, moyennant des hypothèses de stabilité de nos indicateurs de scolarisation. Voilà un peu, chers collègues Koulibaly, les réponses à la question ou aux questions que vous avez posées. Est-ce qu'il y a un autre collègue qui a des préoccupations? Jean? Yaovi? Monsieur Jean. S'il vous plaît. Oui, je vois que Aboubacar, allez-y, Aboubacar, allez-y. Merci, monsieur Otpal. Je ne sais pas si vous m'écoutez. On vous entend, oui. Allô? Okay. En fait, je revenais juste à la question de notre camarade Koulibaly qui venait de parler de données en milliers. Bon, moi, j'ai fait le devoir, sachant que les données sont en milliers, mais ça multiplié par 1000. Parce que je vois les questions sont plus en termes de pourcentage pour effectuer le devoir, c'est-à-dire le taux de promotion, le taux de redoublement, le taux d'abandon. Donc, je n'ai pas tenu compte de cette précision annulée pour faire tous les exercices. Est-ce que ça aurait posé un problème? Que quotient qu'on va faire, que ça soit multiplié par 1000 ou pas, ça aurait donné la même chose. Merci.
Je n'ai pas le devoir sous les yeux pour répondre comme il faut à votre question. Mais ce que j'anticipe, c'est que si vous avez calculé essentiellement des ratios, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il y ait un effet sur les indicateurs que vous calculez. Mais il faudrait que je vois le devoir d'abord pour vous répondre convenablement. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut pas que vous vous focalisez sur vous avez réussi le devoir, vous ne l'avez pas réussi. Il faudrait surtout, et à l'occasion justement de ces webinaires, de ces Teams de démarrage, chercher à mieux comprendre les exercices, les concepts et comment on interprète, bien entendu, les différents indicateurs. D'accord? Donc, pour moi, c'est ce qui est plus intéressant, ce qui est plus profitable pour vous, c'est de chercher à comprendre plutôt que de chercher parce que le sentiment que vous craignez pour votre note. Donc, n'ayez de crainte pour votre note, mettez plutôt l'accent sur la compréhension des concepts et on pourra avancer comme il faut. D'accord? D'accord, merci Bien, beaucoup. je vous en prie. Alors, je vois qu'on a la main de Patricia, suivie de celle de Théophile. Alors oui, Patricia, on vous écoute. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Patricia. Pour moi, Oswald, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste une recommandation par rapport à la réalité. Parce que là, nous avons traité les données au niveau secondaire, au niveau collège. Nous avons fait l'étude de cohorte. Moi, je crois que pour les élèves qui sont en train d'entrer en classe de 6e, il y a aussi, pour ne pas fausser l'analyse sur les abandons, il y a aussi le diplômé, il y a aussi les données de l'enseignement technique parce qu'au niveau de l'enseignement technique, ils développent aussi ils ont les collèges techniques. Et que certains élèves aillent au collège d'enseignement général ou au collège technique. Nous sommes en train d'étudier les données sur les systèmes éducatifs en général, donc y compris les autres secteurs. Donc, je crois qu'il faut, en réalité, je crois qu'il faut considérer toutes les données de chaque sous-secteur pour ne pas biaiser l'analyse, pour qu'on puisse avoir des analyses globales de ce secteur éducation. Merci beaucoup. Si je comprends bien, vous trouvez que les données qui vous ont été partagées ne reflètent pas la situation du pays, c'est ça? Non, ce n'est pas par rapport aux situations du pays, c'est par rapport à l'analyse globale du système éducatif. Il y a aussi le développement il y a aussi le ministère de l'enseignement technique, aussi le collège d'enseignement technique qui font la formation professionnelle initiale, c'est-à-dire les niveaux de classe de 7e qui vont entrer au collège technique. Il y a aussi les niveaux qui ont les CEPE qui vont entrer en 6e de l'enseignement général. C'est pour cela que j'ai dit que si on faisait l'analyse en général, nous, on fait des devoirs, mais en pratique, si on fait l'analyse de cohorte au niveau primaire jusqu'au collège, jusqu'à l'université, je ne sais pas, hein, il faut considérer toutes les données de chaque sous-secteur pour ne pas biaiser l'analyse. Oui, je comprends beaucoup mieux maintenant. Je suis d'accord que quand on veut analyser un système éducatif, il faut analyser toutes les composantes, tous les sous-secteurs du système éducatif. Et en particulier, la question se pose
lorsque vous vouliez, par exemple, construire des profils de scolarisation pour, vous avez fini de faire le calcul pour le primaire, maintenant vous voulez faire le profil de scolarisation pour le secondaire. Et bien entendu, au secondaire, on a un secondaire général, mais on a aussi un secondaire professionnel, un secondaire technique. Lorsqu'on a des informations disponibles pour la partie formelle de l'enseignement technique et de l'information professionnelle, bien entendu, les effectifs qui sont scolarisés dans ces branches-là, dans ce sous-secteur, sont pris en compte dans le calcul des taux d'accès. L'idée n'est pas ici de les exclure parce qu'ils font quand même partie du système éducatif. Mais il faudrait qu'ils fassent partie de la partie formelle du système éducatif pour pouvoir intégrer les calculs des taux d'accès et donc intégrer le profil de scolarisation. L'analyse par les cohortes reconstituées, ce que vous faites là, c'est un outil qui vous permet en vérité d'apprécier l'efficacité interne. Sankara pourra compléter tout à l'heure des différentes formations ou même sur un cycle. D'accord? Et l'idée, c'est de faire relativement simple. Et imaginez qu'on vous donne un exercice où l'enfant doit quitter le primaire, une partie va dans l'enseignement secondaire général, l'autre partie va dans l'enseignement secondaire technique. Et on vous demande de tout reconstituer. Vous voyez que ça va être un peu compliqué. Donc, c'est un exercice, véritablement un cas d'école, pour vous habituer à ce qu'on appelle des codes reconstitués et donc aboutir in fine au calcul de l'efficacité interne. Mais cet exercice-là ne veut pas dire que dans la pratique, lorsque vous voulez par exemple conduire ou faire une analyse sectorielle, vous ignorez le FTP. Pas du tout. Bien entendu, on les prend en compte. Sankara, je ne sais pas si de ton expérience, tu veux apporter des éléments à sa préoccupation. D'accord. Bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Je pense que c'est vraiment ça. Hein? Voilà, l'objectif ici, c'est de faire simple pour que les gens puissent comprendre un peu les mécanismes qu'on utilise pour pouvoir, en tout cas, estimer donc ces indicateurs-là pour apprécier. Maintenant, en fonction donc, de la réalité de chaque système éducatif, voilà, on pourra adapter cela à ça. Parce que, par exemple, ici, le cas du Burkina, je sais que nous, quand on essaie de construire cet indicateur-là, on essaie de prendre en compte tout le système éducatif. Bon, pas entièrement tout le système, mais jusqu'en classe de terminale. On essaie de reconstituer les éléments en prenant en compte toute la formation du primaire jusqu'au secondaire. Voilà, on calcule un coefficient d'efficacité interne pour chaque cycle et un coefficient d'efficacité interne global pour l'ensemble du système éducatif. Donc, vous voyez un peu ce qu'on peut faire en fonction des réalités de chaque pays. Voilà, c'est un peu ce que je peux ajouter. Merci beaucoup, Sankara. Oui, Fata, oui, vas-y, Fata, oui. Oui, je voulais ajouter quelque chose en reprenant un peu ce que vous avez dit. En fait, tout dépend de la manière dont l'enseignement technique est configuré, comment ça se présente. Parce que vous savez très bien, par exemple, pour l'enseignement général, pour le secondaire premier cycle, vous savez que l'entrée, ça dure en général 4 ans, et l'âge théorique d'entrée, c'est 12 ans, l'âge théorique de fin du premier cycle, c'est 15 ans. Donc, quand on calcule les taux d'accès, les taux d'achèvement, c'est basé sur cette structuration-là. Mais maintenant, si vous avez un cycle, un collège technique, est-ce que ça se passe comme dans l'enseignement général? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres portes d'entrée? Est-ce que le premier cycle est fait pour les gens qui viennent de la fin du primaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres passerelles qui permettent d'entrer dans ces cycles? S'il y en a, ça fait qu'on ne peut pas considérer ces personnes parce que la contrainte d'âge ne va plus, ne sera pas respectée. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on le fait, mais en étant sûr que c'est segmenté comme celui qui se passe, comment ça se passe dans l'enseignement général. Autre chose, il ne faut pas que vous oubliez l'objectif final de l'enseignement technique. L'objectif de l'enseignement technique, déjà dès le premier cycle, quand la personne finit, ils ont des diplômes et c'est des gens qui peuvent déjà aller sur le marché du travail. Et ce n'est pas spécifique, le cas absolument pour l'enseignement général. Donc, du coup, quand on fait une analyse approfondie de l'enseignement technique, il y a d'autres aspects qu'on prend en compte qui ne sont pas absolument les outils qu'on utilise pour l'enseignement général. On va étudier comment la formation se passe, on va voir le lien avec le marché du travail,
comment se passent les intrants, les types de formation, l'implication du secteur privé. Donc, tout dépend de la manière dont c'est configuré. Si on a les informations sur ces segments du collège d'enseignement technique et dont les conditions d'entrée, la durée des cycles se passent de la même façon que l'enseignement général, on prend cette partie, on peut associer, faire le même type d'analyse. Si ce n'est pas le cas, il y a des outils spécifiques pour analyser l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est ce que je voulais un peu ajouter par rapport à ce que les collègues avaient dit tout à l'heure. Merci. OK, merci Fatah. Ici, en fait, ce qui intéresse, c'est le fait de calculer des taux d'accès, donc des indicateurs de scolarisation, si tu veux, un peu indépendamment du sous-secteur dans lequel un enfant peut être scolarisé. Et bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que ce soit, tu as beau insister sur la segmentation et de l'enseignement technique qui a une manière particulière d'être analysée. Mais si tu veux regarder quels sont les efforts du gouvernement, par exemple, dans la scolarisation des enfants d'un certain âge, et qui sont, par exemple, attendus à un certain niveau, l'idée sera bien entendu de prendre à la fois ceux qui sont dans l'enseignement général, mais aussi dans l'enseignement technique. Pour autant, bien sûr, que ce soit un enseignement formel. Bien, merci beaucoup. Coulibaly a encore une question. Oui, Allez-y. quand j'ai posé la question, il y a une des questions qui n'a pas été répondue. Il s'agit de me dire si l'indicateur taux de redoublement, on peut avoir un taux de redoublement négatif. Et si oui, quelles peuvent être les causes d'un taux de redoublement négatif? Quelles peuvent être les raisons qui peuvent expliquer ça? Si oui, dans le cas contraire, l'erreur peut être due à quoi? Merci. OK. Ben, oui, Sankara, tu veux commencer? D'accord, il n'y a pas de problème. OK. Bon, je ne sais pas, dans la réalité, en tout cas, on ne peut pas aboutir à un taux de redoublement négatif. Voilà, parce que les données, la manière dont on procède pour calculer le taux de redoublement, bon, je ne pense pas qu'on peut aboutir à un taux de redoublement négatif. Si c'est le taux d'abandon, qui est une déduction donc de ces taux de redoublement et de promotion, voilà, là, il se peut que dans les problèmes de données, on puisse rencontrer ces cas-là, où dans la déduction, là, on se retrouve avec un taux d'abandon négatif. Mais le taux de redoublement, bon, c'est les redoublements de la classe, soit c'est 0, soit ça ne peut pas être négatif, en fait. Voilà, donc, je ne sais pas quel exercice... Donc, si je comprends bien, le taux d'abandon peut être négatif? Oui, le taux d'abandon peut être. Ah, d'accord, merci. Oui. On peut rencontrer ça, ce problème-là. Mais c'est un problème de données. Hein. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que le taux d'abandon soit négatif? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Les raisons autres pour ça, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent expliquer cela? Abdoulaye, je peux compléter un peu? D'accord. Oui, donc, de mon expérience aussi, je ne suis jamais tombé sur un taux de redoublement négatif tel qu'il est conçu. On a une promotion, on calcule un taux de promotion qui est toujours positif. On calcule un taux de redoublement qui est toujours positif. Mais en fait, le taux de redoublement d'abandon est déduit. Il est déduit. On ajoute la promotion, redoublement, on fait tout ça à la -1. Et ça fait qu'on peut aboutir à un taux de redoublement, à un taux d'abandon qui est négatif. Mais comme Sankara le disait tout à l'heure, c'est toujours lié à un problème de données qui en fait s'explique par le fait qu'il y a des mouvements de population, des mouvements d'études d'apprenants d'une école à l'autre, de sorte que finalement, le solde peut être négatif. Mais si vous avez un système éducatif fermé, où tout se mesure à l'échelle du système éducatif, parce qu'on analyse les systèmes éducatifs, mais on n'a pas de contrôle sur les mouvements. Un élève peut quitter, par exemple, la Côte d'Ivoire pour aller continuer sa scolarité au Niger, pour aller dans un pays. Donc, s'il y en a beaucoup,
Donc, on peut aboutir à des situations où le solde il devient négatif. De sorte que le taux de promotion plus le taux de redoublement dépasse même déjà l'unité. Vous voyez un peu. Donc, ces mouvements de population peuvent expliquer pourquoi on a parfois des taux d'abandon négatifs. Mais c'est toujours des problèmes de données. Sinon, philosophiquement, le taux de promotion plus le taux de redoublement plus le taux d'abandon est égal à 1 et toutes ces quantités-là sont positives. Ces différents taux sont positifs. Voilà les quelques ajouts que je voulais faire. Koulibaly a toujours une question? Merci beaucoup. C'était juste cette question. J'ai trouvé la réponse. Merci beaucoup. Merci. Théophile. Allez-y. Ah, il a baissé sa main. OK. Madame Diallo. Donatien. Oui, Oswald, je dis. Oui, allez-y, dites-nous. Allô? Oui. Je n'ai pas bien saisi. C'est quoi le système éducatif fermé? Le système... Un système éducatif fermé, c'est un système pour lequel, par exemple, pour une année scolaire, un élève ne peut pas sortir du système, ne peut pas entrer. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais c'est une hypothèse que vous pouvez faire si, par exemple, vous voulez éviter d'avoir des problèmes de taux d'abandon négatif dans vos calculs. D'accord? Madame Diallo? Oui, Donatien. Merci beaucoup pour la parole donnée. C'est vrai que j'ai de la peine à suivre bien le webinaire parce que je suis peut-être bien le bruit. J'ai des difficultés à calculer le coût d'efficacité interne. Lorsque je n'ai que les redoublants et les effectifs, je n'ai pas les abandons. Je ne sais pas comment c'est possible alors que les abandons n'apparaissent pas dans les effectifs. Comment faire également pour retrouver les abandons par classe? Pas le taux en lui-même, mais retrouver les abandons en termes d'effectifs pour pouvoir calculer l'efficacité interne et pour ainsi voir les années consommées réellement par les étudiants par rapport aux années théoriques. Merci. Oui, merci. Sankara, tu veux lui répondre? Bon, je ne sais pas, il fait référence à quel exercice? Parce que, bon, en principe, si c'est l'exercice qui porte sur les corps reconstitués, en principe, les éléments qu'on a donnés devaient lui permettre d'avoir les abandons. Parce qu'on est parti voilà, des taux de flux, c'est-à-dire taux de promotion, redoublement, abandon, pour pouvoir construire donc le diagramme de flux et en fonction de ça, on a c'est la situation même des abandons par niveau et par année d'études qui nous permettent donc d'estimer le nombre d'années d'élèves consommés. Voilà, donc je n'ai pas vraiment, je ne sais pas y faire référence à quel exercice précisément, mais bon, s'il peut peut-être nous apporter cette précision-là. Donatien? Vous savez, vous pouvez calculer un coefficient d'efficacité interne global. Mais vous pouvez aussi calculer un coefficient d'efficacité interne imputable au redoublement uniquement et un coefficient d'efficacité interne imputable à l'abandon. Et d'après ce que Sankara il explique, et c'est ce qui est démontré aussi dans le module de cours, dans votre diagramme de flux, en faisant votre code reconstitué, vous voyez les promotions, vous voyez les abandons, vous voyez aussi les redoublements. C'est ça. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que les quotes reconstitués sont un moyen uniquement pour calculer le coefficient d'efficacité interne. On n'en a pas encore parlé, mais lorsque vous avez les profils de rétention, donc les taux de survie, le module décrit aussi une autre méthode pour calculer le coefficient d'efficacité interne, si vous vous souvenez. Donatien est toujours avec nous?
Oui, oui, je crois que peut-être je vais refaire l'exercice pour mieux comprendre. Peut-être je n'ai pas D'accord. bien Et puis, suivi, je vais peut-être relire. d'accord. Et puis, n'hésitez pas à revenir si vous avez des questions. Merci beaucoup. Aboubacar. Oui, je reviens sur toujours le devoir sur la reconstruction de la cohorte. Dans la partie question 2, on nous a demandé de sortir le schéma de reconstruction de la cohorte. Et étant donné que le format qu'il faut renvoyer le devoir est sur Excel, je me demandais est-ce qu'il y a soit une fonction, soit une façon de refaire le graphique ou bien le schéma initié dans le cours PDF. Parce que là-bas, c'est comme on a dessiné, mais je ne sais pas si c'est de cette façon qu'il fallait aussi renvoyer le schéma de la reconstruction de la cohorte. Parce que moi, j'ai eu du mal à faire ça et j'ai juste fait des tableaux de cellules où j'ai mis les effectifs et les abandons selon les années, les classes et les années scolaires. Je n'ai pas pu faire le schéma comme dans le cours avec les flèches où les abandons sont montants, ainsi de suite. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je voulais savoir quelles sont les limites de l'analyse par la reconstruction de la cohorte. Merci. OK. Alors, sur la première question, je pense que j'avais déjà un peu insisté tout à l'heure sur le fait que oui, vous avez besoin de notes, mais profitez surtout de ces moments pour mieux comprendre les contenus. D'accord? Vous n'avez pas encore, vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas fait exactement le même graphique que ce qui est présenté dans le cours. Et bon, qu'est-ce que le correcteur va dire? Je ne peux pas vous répondre sur cet aspect-là, parce que je n'ai pas vu le devoir, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et donc, je ne peux pas me prononcer du tout sur ce qu'il va faire ou ne va pas faire. Maintenant, votre deuxième... Oui. En fait, justement, dans la compréhension de l'exercice, je me disais qu'il y avait une façon de présenter les résultats comme indiqué dans le cours, quoi. Et je me disais, est-ce que peut-être il y a un outil qui permettait de faire cette façon graphique? Parce qu'elle est quand même plus facile à comprendre de la manière dont c'est formulé dans le cours. Mais le refaire sur Excel est un peu difficile pour moi et je me suis dit, est-ce que peut-être c'est l'outil ou bien c'est la fonction que je ne connaissais pas? Et est-ce qu'il y avait cette fonction que vous avez l'habitude d'utiliser, quoi? Mais si c'est que ce n'est que le dessin graphique qu'on a pu faire sur Word, c'est que je n'ai plus de problème à ce niveau. OK, d'accord. D'accord. Alors moi, personnellement, je n'utilise pas d'outils pour faire la code reconstitué. J'utilise Excel en général pour faire mes calculs. Je ne sais pas si Sankara a un outil qui veut peut-être partager, discuter ou présenter aux étudiants. Sankara? Oui, bon, je pense que c'est la même chose, hein. Voilà, comme Excel, c'est un tableur qui nous permet donc de faire les calculs directement. Bon, on utilise les cellules. Après, l'organisation, on essaie d'utiliser les outils, les flèches, voilà, qu'on a sur Excel pour pouvoir avoir un peu un graphique qui ressemble. Sinon, ce sont les cellules d'Excel qu'on utilise pour pouvoir faire les calculs. Maintenant, après, l'organisation, on place chaque élément et dans des cellules spécifiques pour que, en tout cas, quand on va mettre les flèches là, que ça puisse ressembler un peu
à ce qu'on a comme des diagrammes dans la réalité. C'est juste ça. Après, il y a des ajustements qu'on fait sur les différentes cellules. On agrandit les cellules en fonction pour pouvoir avoir en tout cas un graphique qui ressemble vraiment à ça, quoi. Sinon, il n'y a pas, moi, je n'ai pas un autre outil que j'utilise en fait. C'est vraiment Excel. Voilà. Très bien. Maintenant, il y a aussi une question relative aux limites de l'analyse par cohorte. Je dirais en fait que dans le module de cours, je pense, si mes souvenirs sont bien, on a présenté des hypothèses qui peuvent être restrictives et qu'on peut considérer comme étant des limites dans la méthode des cohortes reconstituées. Vous voyez, par exemple, lorsque vous faites les cohortes reconstituées, on va considérer que lorsqu'un enfant il abandonne, il a abandonné. Si au primaire, ça a du sens, à l'enseignement supérieur, ça n'a pas nécessairement beaucoup de sens. Parce que je peux quitter l'enseignement supérieur en deuxième année, 2, 3 années après, et revenir encore pour continuer mes études, en fonction, bien entendu, de ce que j'ai comme cursus à suivre à l'enseignement supérieur. Vous voyez, donc, il y a ce type d'hypothèse qu'on fait et qui n'est pas toujours vérifiée. Il y a aussi l'hypothèse de stabilité des indicateurs de promotion de redoublement d'une année à l'autre. D'accord? On considère que pour la même cohorte, il y a des indicateurs qui sont stables, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Abdoulaye pourra certainement compléter. Je n'ai pas tout en tête, mais voilà quelques reproches qu'on peut, par exemple, faire à l'analyse des cohortes reconstituées. Et il me semble aussi qu'on considère que le seul produit, c'est le diplôme, alors que l'accès peut être aussi considéré comme un produit du cycle. Donc, voilà. Je vous recommande fortement de regarder les hypothèses qui permettent de reconstruire les cohortes reconstituées. Abdoulaye, je ne sais pas si tu as des compléments à faire. Non, je pense que c'est essentiellement ça. Hein. Voilà, c'est surtout les éléments sur la stabilité, donc des taux de flux, voilà, qui n'est pas forcément vérifié. Voilà, parce que bon, les choses sont appelées à évoluer, alors que bon, on fait l'hypothèse que c'est stable. Voilà, et comme vous l'avez dit également, il y a les questions liées donc aux générations spontanées. Voilà, voilà, il y a des entrées, voilà, à n'importe quel moment du système éducatif. Voilà, on peut avoir des personnes qui ont abandonné et puis qui apparaissent également. Voilà, donc tout ça, ça peut ne pas vraiment refléter donc la réalité. Donc c'est vraiment des hypothèses. Mais comme tout modèle, il y a forcément des limites. Voilà, on essaie d'approcher au mieux la réalité, mais toujours, c'est vraiment difficile d'être vraiment en phase avec la réalité. Merci. Alors, merci Abdoulaye. Je peux ajouter quelque chose, Oswald? Oui, vas-y. Oui, comme tu le disais, s'ils lisent attentivement le manuel, il y a vraiment tout dedans. Je me souviens de la première question qu'une apprenante avait posée et en réalité, tout était dans la démonstration était dans le manuel. Donc, si vous vous exercez à refaire cet exercice, presque tout est là. Après, pour ajouter aussi la question des redoublements qu'on utilise pour reconstituer les cohortes, on fait l'hypothèse que, par exemple, qu'il n'y a pas plus de 2 redoublements. Et vous voyez qu'on applique un peu cette hypothèse-là à aussi quelqu'un qui a retrouvé juste une fois. Donc, vous voyez, on attribue ce comportement à toute une génération, à toute une cohorte, alors qu'on peut se trouver dans un groupe où quelqu'un a redoublé une fois, l'autre a redoublé, je ne sais pas, même celui qui n'a pas redoublé, mais comme il se trouve avec, a redoublé une fois plutôt, j'avais dit, se retrouve avec des gens qui l'ont déjà fait. Donc, l'issue à la fin se trouve soit la promotion, soit l'abandon. Vous voyez, c'est un peu ce comportement moyen qu'on attribue à des individus différents qui se trouvent dans une catégorie quelconque. Merci. Merci, Fatah, pour cet élément important. Merci beaucoup. Donatien avait déjà parlé. Je vais prendre Yaovi d'abord et puis Donatien après. Yaovi, allez-y. Oui, merci, Monsieur Oswald. Merci à vous tous pour vos explications. Je m'excuse, j'ai pris un peu le webinaire en retard pour un problème de connexion.
Bon, mais je vais poser une question et en même temps faire une doléance. Je commence par la doléance. Notre souhait aurait été qu'on puisse aménager le temps et commencer par le webinaire qui est une séance d'explication du module avant que les exercices ne nous soient administrés. Puisque, comme vous pouvez l'imaginer, en présentiel, nous avons la possibilité de poser des questions de compréhension, comme on l'avait fait lors du premier regroupement. Mais cette fois-ci, c'est les modules que nous avons et donc, on a besoin de ces explications préalables-là pour mieux comprendre le module avant donc de nous exercer. Donc, c'est juste une doléance pour que les prochaines fois, si c'est possible au niveau, donc, à votre niveau, que vous puissiez réaménager un peu l'agenda de sorte à faire passer d'abord le webinaire avant nos exercices. Alors, la question porte maintenant sur le nombre d'années élèves théoriquement nécessaires et le nombre d'années élèves réellement consommées. On s'est quand même exercé, on a fait de notre mieux, mais je voudrais profiter de l'occasion pour que vous puissiez nous expliquer davantage les deux concepts-là, le nombre d'années élèves théoriquement est nécessaire et puis le nombre d'années élèves réellement consommées. Merci. OK. Tata, tu veux... Je peux aller. Comment? Je peux aller, c'est pas de problème. OK. D'accord. OK, donc, sur la question donc, des nombres d'années élèves théoriquement nécessaires et nombre d'années élèves réellement consommés, voilà, je vais partir d'un exemple. Je pense que c'est plus simple. Voilà, supposons que nous sommes dans un cycle de 6 années, voilà, CP1 ou CM2 en général, au primaire, et que vous avez, j'allais dire, une cohorte d'enfants de 1000. Voilà. Normalement, si des 1000 là, s'il y a 400 qui atteignent peut-être le CM2, normalement, les 400 là, ils auraient dû consommer 6 fois 4, 400 normalement. 6 fois 400, qui fait 2400, je crois. Voilà. 2400 années élèves, normalement, puisque votre objectif de scolarisation étant donc l'achèvement ici. Donc, l'achèvement étant donc d'atteindre donc la classe de CM2. Est-ce qu'on se comprend? Les 400 qui ont atteint la classe de CM2, normalement, ils auraient dû consommer chacun 6 années élèves. Il y a un bruit, c'est pas... Les collègues qui ne parlent pas, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? C'est bon. Oui, Abdoulaye, voilà, tu peux? Voilà, oui. Donc, je disais que les 400 qui ont atteint la classe CM2, normalement, ils auraient dû consommer 1400 années élèves. La raison, tout simplement parce que chacun aurait dû consommer 6 années élèves normalement. Ça, c'est vraiment la situation idéale. Maintenant, il se trouve qu'ils étaient 1000. Donc, c'est certainement qu'il y a des abandons. Il y a des gens qui n'ont pas atteint, les 600 là, ils n'ont pas atteint la classe de CM2. Ils ont dû consommer, certains ont consommé des années élèves. Peut-être que ceux qui ont abandonné au premier niveau, ils ont consommé une année élève. Ceux qui ont abandonné au deuxième niveau ont consommé chacun 2 années élèves. Vous voyez, non? Et ainsi de suite, jusqu'au 5e niveau, il y a des gens qui ont consommé et qui n'ont pas atteint. Donc, ils font partie des 1000. Donc, il faut calculer le nombre d'années élèves qu'ils ont consommé également. Et les 400 également, ce n'est pas tous ceux qui ont atteint la classe de CM2 qui ont consommé exactement 6 années élèves. Il y a des gens qui ont redoublé. Donc, ceux qui ont redoublé, tu vois que c'est un cycle où on autorise 2 redoublements. C'est sûr que de ces 400-là, il y a certains qui ont consommé 7 années et il y a d'autres qui ont consommé 8 années élèves au cours de leur cycle. Ouais. Donc, normalement, le nombre d'années élèves idéal étant de 2400, on a estimé à 2400, 6 fois 400 qui fait 2400. Il faut aller maintenant estimer le nombre d'années élèves réellement consommés, qui va prendre en compte
et le nombre d'années élèves consommés, supplémentaires consommés par ceux qui ont atteint la classe de CM2, mais qui ont dû redoubler quelque part, mais aussi prendre en compte ceux qui ont consommé inutilement les années élèves et qui ont quitté le cycle. Voilà, je ne sais pas s'il répond vraiment à votre préoccupation. Tout à fait, Sankara, je pense que la réponse est très claire. Il faut bien entendu distinguer les années élèves qui ont été effectivement consommées et les années élèves qui sont nécessaires pour atteindre un certain résultat dans le cycle. Et comme Sankara l'a dit tout à l'heure, si par exemple 400 personnes entrent et que c'est 300 qui sont finalement le produit du cycle, on aurait pu se passer de gaspiller les ressources pour les 100 autres qui ont redoublé avant d'abandonner ou qui ont abandonné directement. Vous voyez un peu. Donc, le principe justement de la nécessité justement de distinguer entre ces années élèves effectivement consommées et les années élèves utiles, c'est-à-dire les années élèves idéales, conduit finalement à l'estimation justement du coefficient d'efficacité interne comme étant le ratio du nombre d'années élèves idéal au nombre d'années élèves effectivement consommées. Est-ce que Jean a la réponse à sa question? Jean, ton micro est coupé. S'il vous plaît, les collègues qui ne sont pas en train de parler, veuillez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Oui, monsieur Antoine, tout à fait. J'ai la réponse à ma préoccupation. Merci pour les explications. Oui. Maintenant, pour votre doléance, qui est celle de faire une présentation du module, je pense qu'on ne dira pas quelque chose qui soit différent du document que vous avez déjà en fait sous les yeux, même si on venait à faire cette présentation-là. L'idée de ce webinaire, c'est de discuter, puisque vous avez commencé à lire le document, des questions, des difficultés que vous pourriez avoir, afin d'accélérer votre compréhension justement du contenu de formation. Mais si on vient vous parler tout de suite de quelque chose que vous n'avez pas encore vu, je pense que c'est peut-être moins intéressant en termes de méthode d'apprentissage. Donc, vous commencez à lire, vous faites des questions, vous avez des interrogations, et on vient discuter de vos problèmes, de vos discussions, de vos problèmes et de vos préoccupations. D'accord? C'est ce qu'on a toujours fait jusque-là. Maintenant, je vais quand même en parler avec Tessa, et on verra s'il faut peut-être changer d'approche ou, en fonction des modules, avoir une approche différente. D'accord. Si vous permettez une dernière intervention sur ce point. Au fait, je ne remets pas en cause la méthodologie utilisée. C'est une très bonne chose que nous soyons en possession du module, que nous le lisions, et puis ensuite vous venez expliquer. Mais sauf qu'entre-temps, les exercices ont été donc donnés, et donc on doit les soumettre. Donc c'est après qu'on ait fini de soumettre nos exercices-là que les webinaires sont organisés. C'est à ce niveau-là que je souhaiterais qu'on puisse réaménager. Okay. C'est-à-dire que si c'est possible qu'on puisse mettre à notre disposition les modules, qu'on puisse commencer par les lire, et puis ensuite le webinaire organisé, puis après maintenant, l'exercice peut venir. C'est un peu ça. Mais vous savez que pour les exercices, vous avez jusqu'à la fin du module pour les soumettre. Personne ne vous oblige à les soumettre avant la fin du module. D'accord, ok. Merci bien. Mais n'empêche que je vais quand même soulever la question et on verra comment on va améliorer votre expérience dans le PGSE. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Bien. Il y a des collègues que je n'ai pas encore entendus depuis le matin. Et surtout, il y a des aspects du module 2 qu'on n'a pas encore discuté. Je vais donc poser des questions et vous allez répondre, puisque vous ne voulez pas poser des questions. D'accord? On n'a pas encore parlé aujourd'hui de profil de rétention. Donc, je propose que quelqu'un me dise combien de profils de rétention on a, quels sont les types de profils de rétention on a, c'est quoi un profil de rétention et à quoi il sert. David est là? Oui, je suis là. On ne t'a pas tout entendu aujourd'hui. Tu veux t'essayer? Bah, non, parce qu'en réalité, j'ai pris un peu de retard avec ces modules-là. OK. Donc, l'idée du ce webinaire, c'était plutôt un peu pour découvrir.
Ok, Comme d'accord. j'étais. Voilà, donc je suis très attentivement. C'est bien. Voilà, c'est plutôt ça. Ok. Alors, Corneille. Si Corneille est là. Corneille n'est pas là. Est-ce que Patrice est là? Bon, je pense qu'il a cherché querelle, hein. Bonjour Oswald. Oui, Corneille. Je suis là, je suis en train de vous suivre, mais sauf que je suis à une autre activité qui m'empêcherait de vraiment parler. Voilà pourquoi je ne réagis pas depuis le début. Toutes mes excuses. Ok, d'accord. Mon ami C'est Léonard. compliqué là. Oui, c'est très compliqué là. Je n'ai pas entendu Léonard depuis. Je te jure que ton histoire est compliquée. Qu'est-ce qui est compliqué? La question? Non, le module 2 là, vraiment, je crois que le reste, ce qui est le module 1, c'est passé après deux semaines de lecture, mais le module 2, voilà, je crois que tout ce que j'ai pu cerner là, c'est les tout premiers calculs. La suite, avec les années élèves et autres, j'avoue, pour l'instant un peu perdu, mais je me dis que peut-être qu'il faut encore bien relire cette partie-là pour mieux cerner les spécificités, quoi. Je crois que c'est peut-être ça qui me manque. Il faut que je lise et je relise. J'avoue que je suis un peu, en termes de compréhension, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'en relisant et peut-être en reposant les questions sur le forum, oh là là, oh là là, ok, oh là là, oh là là, oh là là, Léonard? oh là là, oh là là, comment? Je pense que Léonard, il est occupé. Allô? Oui, Léonard. Allô? Oui, Léonard? Ouf. Bon, on a perdu Léonard. Il ne répond plus. Alors, quelqu'un d'autre veut s'essayer? Kassoum? Non plus. Monsieur Nguessan. Votre micro est coupé. Oui. Non, ça va, ça va. Je suis là. OK. Alors, vous voulez intervenir, poser des questions? Vous n'en avez pas? Non. OK. Bon, je vais répondre moi-même à mes questions en espérant que... Mais je vois que Aïcha est là. Aïcha? Okay. Théophile? OK. Bien. Donc, profil de rétention, ça va être une succession de taux de survie. Et on en a deux types.
On a le profil de rétention longitudinal et aussi un profil de rétention pseudo-longitudinal. On n'a pas de profil de rétention transversal. Ça n'existe pas. D'accord? Et les profils de rétention sont utilisés, sont des outils de l'analyse de l'efficacité interne. Ils sont utilisés pour calculer le taux, pour calculer, je dirais, le coefficient d'efficacité interne global, mais aussi des coefficients d'efficacité interne partiels. Et on a parlé du coefficient d'efficacité interne pour les abandons, du coefficient d'efficacité interne pour les redoublements. Et quand on dit efficacité interne, en général, vous verrez dans plusieurs rapports qu'on parle de redoublement, mais l'efficacité interne vise en fait à mesurer les pertes. Et les pertes ne sont pas imputables uniquement au redoublement. Il y a aussi et surtout des pertes en lien avec les abandons. On sait que le redoublement est un précurseur de l'abandon. On va s'intéresser à la fois au redoublement, mais aussi et surtout à l'abandon. Le module ne parle pas de manière explicite de l'analyse des enfants en dehors du système éducatif, mais je pense qu'il y a une fiche à la fin ou sur la plateforme en tout cas qui traite de la question. Moi, je veux vous exhorter véritablement à lire cette fiche-là, à en prendre connaissance, parce que c'est de plus en plus une thématique importante. Et pour estimer les enfants en dehors du système éducatif, il y a traditionnellement deux méthodes. La première, c'est d'utiliser les données de population vis-à-vis des données du SIG, et on fait une différence simple avec les limites que cette approche-là comporte. Et la deuxième approche va consister justement à utiliser les enquêtes ménages qui ont un module éducation pour se faire une idée du nombre d'enfants en dehors du système éducatif. L'avantage d'utiliser les enquêtes ménages, c'est qu'il est possible de caractériser finalement les enfants qui sont en dehors du système éducatif parce qu'en plus de savoir combien ils sont, on peut savoir d'où est-ce qu'ils viennent, donc par région, par statut socio-économique des familles, est-ce des filles ou des garçons, est-ce qu'ils sont dans le milieu urbain ou est-ce qu'ils sont dans le milieu rural. Et il est possible, en fonction des données, de faire une forme d'analyse causale où on pose directement la question à l'enfant ou à son parent, pourquoi cette personne, pourquoi cet enfant n'a pas été à l'école, et le parent apporte la réponse à la question qui a été posée. Donc, il y a tout un intérêt aujourd'hui autour de la problématique des enfants autour du système éducatif, et même si ça ne fait pas partie du module, donc je veux dire, ça ne fait pas partie de la partie obligatoire du module, moi je vous exhorte véritablement à prendre connaissance de ce qui a été discuté dans cette fiche-là. Maintenant, ayant fait cette petite introduction sur le profil de rétention, sur les enfants en dehors du système éducatif, est-ce que vous avez des questions particulières? Qu'est-ce qui n'est peut-être pas clair dans ce que j'ai expliqué, dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai présenté? Yaovi, est-ce que c'est clair? Oui, allez-y, allez-y. Oui, professeur, si vous permettez, je souhaiterais que vous partiez d'un exemple simple, comme vous l'avez fait tout à l'heure dans l'explication préalable concernant la reconstitution de la cohorte, qui nous a permis de mieux comprendre la chose. Donc, si vous pouvez, à partir d'un exemple simple, nous aider à mieux comprendre comment on calcule le profil de scolarisation longitudinale. Le profil de rétention. Oui, le profil de rétention, oui. OK. Alors, une chose déjà que vous devez savoir, c'est que les profils de rétention sont dérivés des profils de scolarisation. D'accord?
Vous avez un profil de scolarisation longitudinal. Vous avez aussi un profil de scolarisation pseudo-longitudinal. Et vous utilisez ces deux profils-là pour calculer le profil de rétention. C'est une des méthodes. D'accord? Par exemple, vous avez le profil de rétention, de scolarisation, et vous divisez par le taux brut d'admission. Donc, en fait, vous faites un changement d'échelle et vous avez votre profil de rétention. L'autre méthode, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des taux de promotion effectifs, qui, connaissant le taux brut d'admission, on a nécessairement 100% des enfants dans le système éducatif en première année, et ayant connaissance des taux de promotion effectifs, on calcule des taux de suivi comme étant des produits du taux de promotion effectif et de la valeur initiale qui est égale à 100%. D'accord? Donc, cet élément-là, comme je disais, c'est un outil d'analyse de l'efficacité interne et il vous permettra de savoir, par exemple, sur 100 enfants qui entrent dans le système éducatif, combien, en fait, vont atteindre tel niveau et combien vont aller jusqu'à la fin. Vous savez, lorsque vous avez un profil de scolarisation, je dis bien profil de scolarisation, vous avez le taux d'accès en première année, qu'on appelle TBA, qui est égal à 115%. Vous avez le taux d'accès en deuxième année qui est égal à 80%, je dis n'importe quoi. Et puis, vous avez le taux d'accès en dernière année ou le taux d'achèvement qui est égal à 75%. Ça ne veut pas dire que 75% des enfants qui sont entrés dans le système éducatif ont atteint la dernière année du primaire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire plutôt que 75% des enfants d'âge théorique en dernière année du primaire sont effectivement en dernière année du primaire. Mais lorsque vous avez le profil de rétention, vous pouvez dire, si par exemple, le taux de survie en dernière année est de 75%, vous pourrez dire que 75% des enfants qui sont entrés dans le système éducatif en première année, justement, ont atteint la fin de ce cycle d'apprentissage, en particulier le primaire. Donc, vous voyez, l'interprétation que vous allez faire du profil de rétention, elle peut être dans un certain sens plus utile si vous voulez analyser la rétention que d'aller utiliser uniquement le profil de scolarisation. Le profil de scolarisation s'interprète en regardant la proportion par rapport à l'effectif d'âge théorique, alors que avec votre profil de rétention, vous avez véritablement toute une cohorte, une génération, si vous voulez, et vous appréciez finalement le pourcentage de ces enfants initiaux qui atteignent la dernière année ou en tout cas un niveau quelconque du primaire ou du secondaire qui est du système éducatif. Alors, est-ce qu'on peut faire les webinaires pendant les week-ends? Non, ça ne sera pas possible, malheureusement. Nous ne travaillons pas pendant les week-ends et on ne pourra pas faire justement ces webinaires pendant les week-ends. Voilà. Okay. Autre question? Abdoulaye, peut-être que tu veux faire des compléments. Il faut que je te laisse parler aussi. Non, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que vous avez pratiquement tout dit. Hein. Donc, je n'ai pas de commentaires particuliers. OK. Désolé, c'était coupé chez moi. Je suis revenu, je vous suis. Oui, Jean, Yaovi, question? Non, pour ça, ça va, c'est bon. OK. On a encore 10 minutes devant nous. Profitez pour poser vos questions, pour soulever des points qui vous intéressent. Je vais poser une question, c'est possible? Oui, toujours. Alors, moi, peut-être au-delà du cours qu'on a aujourd'hui, du module 2, mais un élément récurrent, c'est le positionnement de l'expression dollar pour fixer soit la colonne,
soit la ligne, qui pour moi encore me pose quelques petits soucis. Surtout quand le taux de croissance change d'une année à l'autre. Voilà mon souci. Alors, votre problème, il est dans le positionnement du symbole dollar, ou il est plutôt dans votre capacité, ce n'est peut-être pas le cas, à l'identifier sur votre clavier. Non, l'identification sur le clavier est déjà bon. Au départ, j'avais des soucis. Très bien. Mais à force de l'utiliser, il est déjà bon. Voilà. OK, donc très bien. Donc, 2 ou même 3, si vous voulez. Lorsque vous faites dollar, vous pouvez utiliser dollar. Vous pouvez mettre soit devant une ligne, devant l'identifiant de ligne, soit devant l'identifiant de colonne. Donc, on écrit par exemple $B, $4. Lorsque j'écris $B, ça veut dire que je veux fixer la colonne B. Si je veux fixer la colonne B et pas nécessairement dans la ligne 4, je ne suis pas obligé de mettre le dollar devant le 4. D'accord? Maintenant, je peux être intéressé à fixer la ligne 4 et pas la colonne B. En ce moment, je vais écrire B, $4. Et si par contre, je suis intéressé à fixer à la fois la ligne et la colonne, c'est-à-dire à fixer la cellule, donc je fais $B, $4. Maintenant, c'est certainement plus facilement expliqué si on a un exercice où il faut chercher à comprendre est-ce que c'est pertinent de fixer la cellule, est-ce qu'on peut simplement fixer la colonne, est-ce qu'on peut simplement fixer la ligne. Vous voyez, je n'ai malheureusement pas d'exercice sous la main à 5 minutes de la fin pour vous expliquer ça. Oui, mais non, retenez, Léonard, laisse-moi finir, d'accord, Léonard, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je vais te laisser la parole tout à l'heure. Et donc, voilà, vous pouvez soit fixer la ligne, par exemple, ligne numéro 4, soit fixer la colonne, par exemple, colonne numéro 4, ou bien fixer la cellule B4, en ce moment, fait $B, $4. D'accord? Aboubakar, est-ce que c'est clair? Oui, allô? Oui, allez-y. En fait, je voulais savoir, compte tenu de toutes les techniques qu'on a vues de profil, est-ce que si nous disposons de toutes les données pour tous les 3 profils, est-ce qu'il y a un des profils qui est recommandé pour la bonne analyse transversale, longitudinale ou pseudo-longitudinale? Oui, mais avant de répondre à cette question-là, est-ce que la problématique de dollar est clarifiée? Oui, cela voudrait dire qu'on revient à moi. Non, problématique... c'est toi qui avais posé la question sur le dollar? Oui, oui, c'est moi. Ah, désolé. Je crois que c'était Aboubakar. Non, non, c'est moi. OK, donc Aboubakar, je vous reviens tout à l'heure. Léonard, oui? Voilà, donc imaginons par exemple pour l'exercice de l'activité du module de le tout premier exercice, à un moment, j'ai voulu essayer de l'appliquer pour pouvoir travailler avec, mais j'ai constaté que je suis obligé de refaire les calculs à chaque élément. Ça ne passait pas, ça ne donnait pas. Donc, c'est pour ça que je me demande si ça peut s'appliquer à tous les cours. Voilà. Non, l'utilisation du dollar n'est pas systématique. Personne ne vous obligera jamais à utiliser le dollar si vous avez un moyen extraordinaire ou différent, en tout cas, qui permet d'aboutir au résultat. Ce qui est important, c'est de comprendre que lorsque vous faites du dollar devant la colonne, la ligne ou sur une cellule, vous fixez cette ligne, cette colonne ou cette cellule-là. C'est juste qu'il faut avoir présent à l'esprit. Après, toutes les situations ne sont pas dollarisables.
D'accord? Merci. Et donc, Aboubakar, pour revenir à votre question, tout à l'heure, on disait qu'on a 3 types de profils de scolarisation. On a un profil longitudinal qui renseigne sur la scolarisation passée. On a un profil transversal qui renseigne sur la scolarisation actuelle. On a un profil pseudo-longitudinal qui renseigne sur la scolarisation à venir. Donc, 3 différents profils qui répondent à 3 questions différentes. Si vous vous intéressez au passé, vous faites un profil un profil longitudinal. Vous vous intéressez à la scolarisation actuelle, vous faites un profil transversal. Et si vous êtes intéressé, moyenne les hypothèses qui sont nécessaires, à faire de la prévision à court terme, parce que c'est cela le rôle du profil pseudo-longitudinal, vous faites de la prévision à court terme sur les indicateurs de scolarisation, vous faites un profil zigzag, un profil pseudo-longitudinal. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Encore une dernière question avant que je vous libère. Je peux? Oui, toujours. Bon, alors maintenant, c'est sur le principe des devoirs, là, des exercices. Le principe, c'est de remettre, par exemple, celui de la première semaine qu'on devrait remettre le dimanche. Le principe, c'est de le remettre le dimanche. Maintenant, si on veut l'améliorer d'ici 2 ou 3 semaines, on peut l'améliorer et donc annuler et le remettre. C'est juste savoir si c'est comme ça aussi que ça marche. Alors, les questions d'administration, je ne sais pas trop, je ne suis pas très au courant. Je ne sais pas en particulier si vous pouvez soumettre, annuler, resoumettre, je ne sais pas. Ce que je sais, et ça, Tessa l'a répété à plusieurs reprises, c'est que vous pouvez soumettre vos devoirs jusqu'à la fin du module. Vous avez jusqu'à la fin du module pour soumettre les devoirs. Donc, si moi je suis vous, ce que je ferais peut-être, c'est que je fais mon premier devoir, le deuxième, le troisième, je prends du recul par rapport à tout ça, je participe activement à mon webinaire, je pose des questions pour comprendre, et après j'améliore, je raffine mes devoirs, et puis avant de soumettre. D'accord? Voilà. Très bien. Il est